Voilà, donc merci pour votre introduction. Donc, en fait, c'est un très grand plaisir pour moi de vous parler de la musique des formes. Alors, en fait, donc mon exposé sera divisé en plusieurs parties. Je commencerai par parler des spectres d'abord et de la mécanique des matrices comme découverte par Heisenberg et ainsi que de l'émergence du temps. Le deuxième sujet sera le paradigme spectral de la géométrie, qui est la géométrie non commutative, aussi bien au niveau microscopique, dans ce qu'il permet de comprendre la structure fine de l'espace-temps, ainsi qu'au niveau des distances, des grandes distances, c'est-à-dire au niveau astronomique. Ensuite, nous évoquerons une forme musicale, puis une forme diabolique, une forme mystérieuse, et enfin nous terminerons, j'espère en avoir le temps, sur les motifs rythmiques. Donc, je commencerai par les spectres. Alors, on peut dire que le début de cette histoire, c'est au XVIIe siècle, quand sous les mains de Newton, on voit un pinceau lumineux unidirectionnel qui est décomposé sous forme d'arc-en-ciel en passant à travers un prisme. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, ce sont ce qu'on appelle les raies spectrales. C'est-à-dire que quand on a regardé l'arc-en-ciel avec une précision beaucoup plus grande, on s'est aperçu qu'il y avait certaines raies, il manquait certains endroits, si vous voulez, et c'est Fraunhofer, qui est un opticien allemand du début du XIXe siècle, qui a répertorié environ 500 raies spectrales. C'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. La raison étant que vers 1860, deux chimistes allemands, Bunsen et Kirchhoff, ont réussi à produire les mêmes raies, mais comme en négatif, c'est-à-dire comme des raies brillantes sur un fond noir, qu'on appelle des spectres d'émission, et en particulier pour le sodium, par exemple. Donc on prend un corps chimique comme le sodium, on le chauffe et on regarde, on fait passer la lumière qu'il émet à travers un prisme, et on regarde et on obtient certaines raies spectrales qui forment une espèce de code barre, et ce code barre est une signature complètement caractéristique du corps chimique en question. Alors, Bunsen et Kirchhoff, puis après eux, ont compris qu'en fait, la plupart des raies qui nous provenaient du Soleil étaient ainsi liées à un corps chimique présent sur Terre. Mais il en manquait un, il y avait un certain nombre de raies qui n'appartenaient à aucun corps chimique présent sur Terre, et ils ont inventé un corps chimique nouveau, qu'ils ont appelé l'hélium, et qui était censé avoir ce code barre comme signature. Merveilleusement, au début du XXe siècle, lors de l'éruption du Vésuve, on a analysé spectralement les laves et on s'est aperçu que l'hélium apparaissait comme un spectre d'émission dans ces laves. Alors, les physiciens et les chimistes ont étudié de manière extrêmement précise les raies spectrales et ils se sont aperçus d'une loi qu'on appelle la loi de Ritz-Rydberg, qui est une loi de composition, et qui dit que lorsqu'on les exprime sous forme de fréquence, c'est très important de le faire et non pas en termes de longueur d'onde, certaines raies spectrales s'ajoutent pour donner une troisième raie spectrale. Et ils ont compris qu'il était à ce moment-là, pour comprendre cette loi de composition, il fallait indexer les raies spectrales non pas par un seul indice comme alpha, bêta, mais par deux indices. Donc on indexe les raies par deux indices et on s'aperçoit qu'en fait les raies qui se composent sont les raies dans lesquelles le deuxième indice est égal de la première est égal au deuxième indice, au premier indice de la deuxième. Et la raie obtenue est formée des deux indices extrêmes. Alors, une découverte merveilleuse qui a été faite à partir de cette découverte expérimentale est due à Heisenberg. Heisenberg a compris que cette loi de composition, qui s'appelle la loi de Ritz-Rydberg, conduit immédiatement, si on réfléchit en tant que physicien, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux quantités observables, à ce qu'on appelle la mécanique des matrices. Heisenberg ne savait pas ce que c'était que les matrices, mais bon, les mathématiciens les connaissent très bien. Et lorsqu'on fait le produit de deux matrices, on utilise exactement la règle de Ritz-Rydberg, c'est-à-dire que l'indice IK de la matrice produit est obtenu en faisant la somme
des IJ et JK pour les indices J intermédiaires. Alors, une des conséquences qu'Heisenberg a découvert, c'est que les matrices ne commutent pas. Il a fait cette découverte lorsqu'il était envoyé à cause du rhume des foins. On l'avait envoyé sur une île, l'île d'Helgoland, dans la mer du Nord, dans laquelle c'est une île qui n'a absolument aucun pollen, et donc on l'avait envoyé là pour soigner son rhume des foins, et il avait travaillé, bien sûr. Il n'avait pas d'enseignement ou quoi que ce soit, il était tout le temps en train de travailler, et une nuit, vers 4 heures du matin, il a fait cette découverte extraordinaire de la mécanique des matrices. Il a eu devant lui, comme il le dit, un paysage grandiose, et au lieu de se coucher, il est allé gravir un des pics qui sont sur le bord de cette île, et il a attendu le lever du soleil en haut du pic. Et heureusement, je veux dire, maintenant, il y a une stèle qui célèbre cet acte grandiose de découverte de Heisenberg en 1925. Donc en fait, ce qu'a découvert Heisenberg, c'est lorsqu'on manipule les quantités observables pour un système microscopique, l'ordre des termes dans un produit joue un rôle crucial. Vous voyez, quand on écrit E égale MC2 ou E égale C2M, peu importe l'ordre des termes, mais ça n'est pas le cas lorsqu'on travaille avec un système microscopique. Donc, on ne peut plus parler de la commutativité des coordonnées cartésiennes. Cette commutativité n'a plus lieu dans l'algèbre des coordonnées, sur l'espace des phases, en particulier d'un système microscopique. Alors, ça peut paraître très, très gênant, mais en fait, nous sommes parfaitement habitués à prendre soin de l'ordre des termes, puisque lorsque nous écrivons, lorsque nous utilisons le langage, eh bien, si nous ne faisions pas attention à l'ordre des lettres dans un mot, à l'ordre des mots dans une phrase, eh bien, nous obtenons ce qu'on appelle un anagramme. L'anagramme que je vous montre, c'est l'horloge des anges ici-bas, qui donne le même résultat que le boson scalaire de Higgs, et qui, bien sûr, montre que quand on passe du monde quantique, dans lequel on ne peut pas commuter, au monde classique, dans lequel on peut permuter les variables, on a une perte de sens qui est absolument sidérante, puisque les deux phrases qui sont là ont en fait exactement le même contenu dans le monde commutatif. Donc on voit clairement que passer au commutatif est une perte de sens. Alors en fait, mon intérêt dans ce sujet vient du fait que von Neumann, qui était un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a codifié ce qu'est le formalisme de la mécanique quantique sous forme des opérateurs dans l'espace de Hilbert, etc. Et il a étudié les sous-systèmes. Et si vous voulez, moi j'ai j'ai commencé ma carrière scientifique dans ma thèse sous la direction de Jacques Dixmier en découvrant que en fait il y avait pour une algèbre de von Neumann une évolution complètement canonique. En fait, deux mathématiciens japonais avaient compris qu'il y avait un lien entre l'évolution de Heisenberg et puis ce qu'on appelle un état de Gibbs. Ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que cette évolution est indépendante du choix de l'état, pourvu qu'on travaille dans le groupe des automorphismes modulo les automorphismes intérieurs. Alors de là résulte une idée forte qui est que la non-commutativité, l'impossibilité, si vous voulez, de permuter les variables, justement, est la racine de l'évolution et la racine de l'émergence du temps. Alors, en fait, après avoir donc travaillé au début sur la classification des facteurs que j'ai faite dans ma thèse et la réduction du type 3 au type 2, type 3 qui était le type encore tout à fait mystérieux découvert par von Neumann, en fait, j'ai continué en comprenant, lorsque j'ai été admis à l'IHES, j'ai compris qu'en fait, il y avait un moyen d'associer à un feuilletage, qui est un objet géométrique très, très naturel, un espace non commutatif. Et cela m'a obligé à développer la géométrie pour les espaces dont les coordonnées ne commutent pas. Et ce que je vais vous expliquer dans ce cours énoncé, c'est comment cette géométrie est spectrale et comment elle est intimement liée au formalisme de la mécanique quantique. Pour ça, il faut citer une phrase de Riemann. Quand Riemann a fait sa leçon inaugurale sur les fondements de la géométrie, il a été d'une clairvoyance absolument infinie, au sens où il a compris que même la géométrie qu'il proposait n'était pas forcément celle qui serait valable
lorsqu'on s'intéresse à l'infiniment petit, lorsqu'on s'intéresse, si vous voulez, à des distances qui sont extrêmement petites. Et il explique très bien que pour des distances très petites, du fait de la nature atomique, on ne pourra plus parler de corps rigides, et de même que les rayons lumineux auront une, une existence qui sera beaucoup plus difficile à identifier à des droites. Donc Riemann écrit de manière tout à fait explicite que la réalité sur laquelle est fondé l'espace soit forme une variété discrète, soit que le fondement des rapports métriques doit être cherché en dehors de lui, dans les forces de liaison qui agissent en lui. Alors, pour vous rappeler quel est le paradigme riemanien, donc, qui avait été introduit dans sa leçon inaugurale, on considère que la distance entre deux points est calculée en prenant le plus court chemin qui va d'un point à un autre, mais ce que définit Riemann, c'est le carré de la distance infinitésimale entre deux points. C'est ce qu'on appelle le g mu nu dx mu dx nu. Et c'est illustré, bon, par exemple, par cette figure qui vous donne le chemin le plus court entre Seattle et Londres, par exemple, mais surtout, ça a été illustré par ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, lorsqu'on a voulu unifier l'unité de longueur dans le système métrique. On voulait introduire le système métrique, avoir une unité de longueur qui soit la même, puisqu'un marchand de tissu, avant, allait d'une ville à l'autre et trouvait à l'entrée de la ville une unité de longueur qui était différente presque chaque fois. Donc, on a envoyé deux physiciens, Delambre et Méchain, qui ont triangulé la distance entre Dunkerque et Barcelone. Toutes sortes d'histoires intéressantes leur sont arrivées, puisqu'ils avaient, si vous voulez, un télescope. Ils montaient en haut d'une colline avec un télescope et ils ont eu beaucoup de mal à expliquer aux Espagnols qui étaient en guerre avec les Français, qui n'étaient pas des espions. Ils y sont arrivés et finalement, ils ont défini, à travers une barre de platine qui a été déposée au pavillon de Breteuil, près de Sèvres, ils ont défini l'unité de longueur, et cette unité de longueur était censée être la 40 millionième partie du méridien terrestre. Alors, ce qui s'est produit, qui est extrêmement intéressant, c'est que l'évolution entre cette unité de longueur qui avait été introduite pendant la Révolution et l'unité de longueur telle qu'on la connaît maintenant en physique est exactement la même, est exactement parallèle avec l'évolution entre le paradigme de Riemann et le paradigme de la géométrie non commutative. Ce qui s'est produit, c'est que dans les années 25, des physiciens très très malins se sont aperçus que la barre de platine qui était censée donner l'unité de longueur changeait de longueur. Comment s'en sont-ils aperçus? En mesurant sa longueur avec la longueur d'onde, en la comparant à la longueur d'onde du krypton, et en vérifiant qu'effectivement l'unité de longueur n'était pas constante. Alors, après des années, on a compris en 1960 qu'en fait, il fallait redéfinir le mètre à partir de la longueur d'onde du krypton. Mais en fait, on s'est aperçu depuis qu'il y avait une meilleure manière de la définir, c'était en prenant une transition hyperfine de l'atome de césium. Et il faut savoir que maintenant, on peut acheter dans le commerce, à partir de cette transition hyperfine de l'atome de césium, un appareil qui mesurera avec 10 décimales de toute longueur, avec une précision absolument incroyable. Et il est bien évident que cette définition de la longueur, elle est bien sûr spectrale. La longueur d'onde du césium, c'est environ 3,26 cm. Donc, c'est parfaitement comparable au mètre. Ça ne change pas. Et si on voulait, par exemple, unifier le système métrique dans la galaxie, si on disait aux gens, bon, ben, venez mesurer la taille de votre lit, il faut d'abord que vous veniez à Paris, que vous compariez avec la longueur du spécimen qui est au pavillon de Breteuil, ce serait évidemment ridicule. Alors que si on est capable de leur transmettre de manière codifiée une transition et la longueur correspondante, eh bien, ils sauront la mesurer là où ils sont. Donc, c'est un changement total. Et ce changement total, en fait, a été possible en géométrie non commutative. Et il a été possible, en fait, si on regarde de près à la loupe, parce qu'il a été possible d'extraire la racine carrée du DS2 de Riemann. Alors, ça a été fait au niveau opératoriel et ça a été fait en utilisant ce qu'on appelle les algèbres de Clifford, mais que Hamilton avait bien sûr anticipé d'une certaine manière, et ça a été fait par Dirac. Et ce qui est important simplement, c'est de savoir que dans le nouveau paradigme, l'élément de longueur est un opérateur
et que cet élément de longueur est intéressant et donné par son spectre, bien sûr, et que c'est la non-commutativité de l'algèbre de Clifford qui permet d'écrire qu'une somme de carrés est elle-même un carré. C'est très étonnant, et ça vient du fait que quand on écrit xy plus yx, ça vaut 0 lorsque x et y anticommutent. Alors ça permet de mesurer les longueurs, mais la mesure des longueurs est totalement, comment dire, duale de la mesure par l'inf des distances. Elle est donnée en gros en envoyant une onde du point A au point B et en bornant la fréquence de cette onde par une certaine manière et en regardant le déphasage correspondant. C'est ce qu'on appelle un dual de Kantorovich, la formule usuelle. Alors il y a bien sûr un dictionnaire qui va du classique au quantique, je ne vais pas insister dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que dans ce nouveau formalisme, par exemple, il est possible, si vous voulez, de suivre comment le quantique introduit des nuances extrêmement subtiles sur l'élément de longueur. C'est ce que les physiciens appellent le propagateur habillé. Il est habillé par les corrections quantiques, qui sont des séries formelles en fonction de h bar, la constante de Planck. Et ce qui est merveilleux dans le formalisme, justement, de la géométrie à partir de cet élément de longueur qui est un opérateur, c'est qu'on peut suivre ce changement à partir de ce qu'on appelle le propagateur des fermions. Alors, en fait, donc, ce qu'on a obtenu ainsi, c'est un paradigme, un nouveau paradigme géométrique dans lequel la scène est donnée par l'espace de Hilbert. En fait, il n'y en a qu'un espace de Hilbert, c'est un espace merveilleux et qui est de dimension infinie. Il y a une algèbre involutive qui représente, si vous voulez, l'espace pas forcément commutatif qui est en jeu. Et en fait, il y a l'élément de longueur qui est donné par l'inverse d'un opérateur auto-adjoint grand D. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est d'illustrer ce principe par toutes sortes d'exemples, mais ce qu'on a démontré avec mon collaborateur Shamseddine, c'est que, en fait, grâce à cette libération de la géométrie, qui consiste à la voir justement de manière spectrale, eh bien, on peut comprendre que l'espace-temps, à cause du modèle standard, a une structure fine. Cette structure fine permet de comprendre à la fois le champ de Brautengler-Higgs, qui apparaît naturellement, et ainsi que le groupe de jauge du modèle standard. Alors la partie qui a été la plus difficile, la plus délicate à obtenir, en fait, elle est très très simple à expliquer, et elle explique les groupes de jauge du modèle standard, et elle vient de l'idée que, exactement comme l'opérateur de Dirac combinait les composantes du moment en une seule entité, il fallait combiner les variables de position de la même manière. Et bon, ainsi, on rétablit toutes sortes de symétries. Mais on a vraiment eu l'impression de comprendre que l'espace-temps, au niveau microscopique, est beaucoup plus subtil que ce que l'on pensait. Et ça correspond exactement à l'idée de Riemann, puisque cette structure fine correspond aux forces qui lient entre elles les atomes, etc. Et donc, la phrase qu'il avait énoncée était une phrase incroyablement prophétique. Alors, ceci nous explique ce qui se passe aux courtes distances, mais on peut vraiment se poser la question, pourquoi se compliquer pour les distances astronomiques et en quel sens ce point de vue spectral est-il pertinent lorsqu'on s'intéresse à des grandes distances? Alors pour ça, il faut se formuler une question, la plus simple soit-elle, et la question que je vais formuler, c'est où sommes-nous? Sommes-nous capables de transmettre à d'autres civilisations dans l'univers l'endroit où nous sommes? En fait, si on leur dit par exemple qu'on va donner des coordonnées dans un système de coordonnées, c'est ridicule, puisque pour donner le système de coordonnées, il faut déjà donner l'origine, etc. Donc, c'est un problème très intéressant qui a deux aspects mathématiques. Le premier, c'est peut-on spécifier une forme ou un espace géométrique par une liste d'invariants, quelque chose qui ne dépend pas d'un choix de coordonnées ou quoi que ce soit. Et ensuite, peut-on spécifier de manière invariante un point d'un espace géométrique? Alors, il se fait que ces questions, bien sûr, on y a réfléchi lorsqu'on a envoyé une sonde dans l'espace. Là, c'est l'exemple de la sonde Pioneer. Et dans la sonde Pioneer, on peut dire, bien sûr, il montre le système solaire avec les planètes, etc. Mais ils arrivent à une solution qui est assez proche, en fait, de la solution dont je vais parler, puisqu'ils montrent, si vous voulez, ces différentes directions
avec sur chacune de ces directions une fréquence. Bon, alors on verra que ce n'est pas très 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 loin de la réponse. Alors en fait, la réponse à cette question, où sommes-nous, elle est spectrale, comme je l'ai dit, et elle vient enfin, il y a deux articles importants concernant cette réponse. Il y a ce qu'on appelle l'article de Mark Katz, qui est Can one hear the shape of a drum, c'est-à-dire peut-on reconstituer la forme d'un tambour en l'écoutant. Et le deuxième article, c'est un article qui est sans doute l'un des articles les plus courts des mathématiques. C'est un article qui a une page, qui est dû à John Milnor, et dans lequel il montre que l'invariant naturel d'une forme, qui est donné par son spectre, je vais expliquer pourquoi, ne suffit pas à caractériser la forme. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment il faut en connaître un peu plus. Il faut en fait connaître les accords et pas seulement la gamme. Donc une forme a une gamme. Si vous prenez un disque, ce disque va avoir toutes sortes de fréquences propres. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi elles ressemblent et de vous les faire entendre. Alors si on prend un disque, donc, en fait, les fréquences du disque vont dépendre de deux données. Une donnée qui est le nombre de changements lorsqu'on fait le tour, c'est une phase, si vous voulez. Par exemple, ici, vous avez 5. Ici, vous avez, bon. Et un autre nombre qui dépend, lui, du nombre de vibrations quand on s'éloigne du centre. Et alors, vous voyez que chaque fois que je fais augmenter ce nombre-là, la note que vous entendez est une note qui est plus aiguë. Alors, un disque, donc, en particulier, a ce qu'on appelle un spectre, et qui est une gamme, qui est canoniquement associée, qu'on peut calculer mathématiquement. Ici, ça s'exprime sous forme de zéro de fonction de Bessel. Et il a un spectre qu'on peut voir comme ça, visuellement, entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Et ce qu'il y a, donc, c'est que les mathématiciens donc, ont découvert que, en fait, on ne peut pas caractériser un espace par la donnée de sa gamme. La donnée de sa gamme ne suffit pas à caractériser un espace. Alors, ça a été fait, donc je vous ai montré le disque, je vous ai montré les fréquences propres du disque qui croissent d'une certaine manière. Cette manière, d'ailleurs, caractérise la dimension de la forme en question. Quand la forme est de dimension 2, on obtient une parabole. La croissance est parabolique. Alors, ce qui est important, c'est que donc, les mathématiciens ont réussi à trouver des exemples de formes qui avaient le même spectre, mais qui n'étaient pas les mêmes. Alors, il y a un exemple fameux, après l'exemple de Milnor, qui lui était en dimension 16, c'est l'exemple de Gordon, Webb et Wolpert, qui est un exemple en dimension 2, qui est très, 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 très simple. Mais pour comprendre quel est l'invariant qui manque, je vais vous donner un exemple très, très concret, avec deux formes. Ces formes ne seront pas connexes. Il y a la première forme, c'est l'union d'un triangle comme ça et d'un petit carré. Et la deuxième forme, c'est l'union d'un autre triangle isocèle rectangle comme ça et d'un rectangle. Alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ces deux formes, ça c'est dû à Chapman, ont le même spectre. Donc le spectre de ces deux formes est exactement le même, elles ont exactement la même gamme. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les notes correspondantes sont de trois types différents. Ça dépend de la partie entière, du reste par rapport à la partie entière de chaque note. Ça peut être soit un demi, soit un quart, soit rien. Et on obtient comme ça, je vais très vite là-dessus, on obtient comme ça que la gamme, c'est comme une gamme d'un piano. Une gamme d'un piano, il y a les touches noires et les touches blanches. Ici, il y a les touches jaunes, les touches rouges et les touches bleues. Et on s'aperçoit que donc les deux gammes sont les mêmes, les touches sont les mêmes, mais entre les deux formes, il y a une différence fondamentale, c'est que sur l'une des deux formes, un accord est possible. L'accord bleu-rouge est impossible sur la forme 2, qui contient le rectangle, mais il est possible sur l'autre forme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on comprenne que, si vous voulez, il y a un manque qui est le manque de spécifier les accords. Alors, donc, en fait, les invariants des formes, il y a deux choses. Il y a le spectre, c'est-à-dire la gamme, et il y a les accords possibles. Alors, c'est quelque chose qui est assez délicat à définir, mais quand on réfléchit, en plus, ça permet de définir un point, c'est-à-dire qu'un point, en fait, il va être donné justement par les corrélations possibles entre les fréquences. Vous voyez que sur la deuxième forme, il n'était pas possible d'avoir la corrélation entre la note bleue et la note rouge. Donc, en fait, un point va donner les corrélations entre les fréquences, mais quand on réfléchit, on s'aperçoit que notre perception de l'espace lointain
est exactement gouverné par les corrélations entre les longueurs d'onde différentes. C'est-à-dire, on regarde la Voie lactée, on la regarde au rayon X, on la regarde en infrarouge, etc. Et on s'aperçoit de la cohérence entre ces différentes perceptions au niveau de fréquences différentes. Alors, tout ça pour dire, si vous voulez, qu'il y a quelque chose d'incroyablement fort dans les spectres et que l'univers, bien sûr, communique avec nous en nous envoyant des codes barres. Il communique avec nous de manière spectrale. Il nous envoie des images, mais il sait écrire. Et comment est-ce qu'il écrit? Il écrit par des codes barres. Par exemple, un exemple très connu, c'est ce qu'on appelle le redshift, c'est-à-dire le décalage vers le rouge, qui nous a permis de comprendre l'expansion de l'univers. Mais ça nous était envoyé par les raies spectrales et par le biais de ces codes barres qui étaient décalés vers le rouge. Alors, je reviens maintenant à une forme musicale. C'est bien sûr très, très tentant lorsqu'on a cette association entre une forme et sa gamme, de chercher une forme dont la gamme soit la gamme qui nous permet de faire de la musique. Alors, naïvement, on pourrait croire que la gamme qui nous permet de faire de la musique, c'est la gamme 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est les fréquences qui correspondent à une petite corde. En fait, ça ne marche pas du tout. On s'aperçoit quand on veut jouer, par exemple, au clair de la lune, il faut déjà partir très haut et ça ne correspond pas du tout au voisin. Et en fait, la raison, c'est que l'oreille est sensible à la multiplication par 2 de la fréquence. Pas du tout à rajouter 1 à la fréquence. Elle est sensible à multiplier la fréquence par 2. Quand on multiplie la fréquence par 2, on obtient une autre note. Cette autre note, c'est le passage à l'octave. C'est-à-dire que si on appuie sur un Ré, par exemple, eh bien, si on appuie sur le Ré, qui est l'octave plus haut, la fréquence correspondante est simplement le double de la première fréquence. Alors en fait, c'est très intéressant de regarder une guitare pour comprendre ce qui se passe et de voir que si on regarde les frettes, comment les frettes sont distribuées dans une guitare, ces frettes ne sont pas du tout disposées de manière égale. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une progression arithmétique. On voit que l'on a là un spectre, bien sûr, et quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'il vaut mieux réfléchir sans chercher dans les livres, etc. Il faut toujours se poser des questions directement. On s'aperçoit, ce n'est pas très difficile à comprendre, que ce spectre est formé des puissances d'un nombre. Quel est ce nombre? Eh bien, ce nombre, c'est ce qui fait que la musique classique existe, c'est la puissance 1/12 du nombre 2, qui vaut pratiquement la même chose que la puissance 1/19 du nombre 3. Le fait que ces deux puissances sont presque égales, c'est ce qui permet bien sûr, l'oreille est sensible à la multiplication par 3, donc il fallait s'en occuper, mais c'est ce qui permet, si vous voulez, de faire le clavier bien tempéré, c'est-à-dire de faire comme si ces deux nombres étaient égaux, et de dire que, en fait, donc, la gamme que l'on veut avoir, c'est les puissances de ce nombre, comme on le voit sur les frettes d'une guitare. Alors, c'est intéressant, je vais revenir, c'est intéressant de voir ce que ça donne au niveau musical. Et pour voir ce que ça donne au niveau musical, ça vaut la peine de se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir justement cette forme musicale qui va nous permettre de jouer le même air, mais en partant de n'importe quel point. Alors d'habitude, quand je fais cette conférence, je demande qu'on me donne un nombre. Mais ici, bon, je vais prendre un nombre un peu au hasard, je vais prendre le nombre 13. Voilà. Bon, ben vous voyez, si j'étais parti de n'importe quel autre nombre, je n'aurais rien eu à faire. Ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire, par exemple, si je pars de 14, hein, alors évidemment, on a la question évidente qui se pose, c'est de savoir maintenant, existe-t-il une forme? Existe-t-il une forme qui correspond à ce spectre? Et cette question, ce genre de question va se poser. Alors, quand on cherche, on s'aperçoit, on regarde la sphère, on regarde pas mal de trucs, rien ne marche.
Et la raison pour laquelle rien ne marche, c'est pas difficile, c'est que le spectre en question, il indique que l'objet que l'on cherche, la forme que l'on cherche, est en fait de dimension 0. La raison, c'est qu'on la voit à travers la croissance de ce spectre. Ce spectre croît de manière exponentiellement rapide, bien sûr, parce que c'est les puissances d'un même nombre, et on en déduit assez facilement en comparant à la parabole qui signifiait la dimension 2, etc., que la dimension doit être nulle. Alors il y a une réponse merveilleuse qui a été trouvée, c'est la sphère quantique. Cette sphère quantique, elle correspond à un triplet spectral, c'est-à-dire à un modèle de la géométrie non commutative, et elle a comme avantage énorme par rapport à d'autres solutions possibles qu'elle est parfaitement symétrique, c'est-à-dire elle a un groupe, ce qu'on appelle un groupe quantique de symétrie, qui régit sa géométrie. Alors je vais vous parler maintenant d'une forme absolument diabolique que j'intitulerai forme non identifiée. Et bon, pour les gens qui sont spécialistes, ils verront là, si vous voulez, ce qu'on appelle les zéros de la fonction zeta de Riemann. Et ils apparaissent naturellement sous cette forme-là, comme sur la ligne verticale, en commençant autour de 14, et puis en se répétant de manière symétrique. Il y a le symétrique par rapport à la droite réelle. Donc, ça nous donne un spectre. Ce spectre, on peut le contempler, et on s'aperçoit qu'il est extrêmement délicat, extrêmement difficile. Et les mathématiciens ont cherché, bien sûr, Atteselberg a construit en particulier une surface que je vais vous montrer. Donc, il a construit une surface qui s'en rapproche et qui permet, mais malheureusement, il y avait un signe moins, et ce signe moins indiquait vraiment une difficulté absolument considérable à essayer de reconstruire ce spectre. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, et pour vous montrer à quel point c'est quelque chose de diabolique, ce sont mes travaux tout à fait récents du mois dernier avec Katia Kontsani, dans lesquels nous avons construit exactement un objet de géométrie non commutative, mais qui dépend d'une certaine taille. Il faudrait arriver à faire tendre cette taille vers l'infini. Mais lorsqu'on a calculé le spectre correspondant de cet objet, donc c'est vraiment un triplet spectral, toutes les conditions sont vérifiées. Ça correspond à un intervalle, mais avec une nouvelle type de géométrie, avec une nouvelle géométrie. Et lorsqu'on a calculé le spectre et qu'on l'a comparé au spectre de zeta, on a été assez émerveillé par la coïncidence entre les deux, si vous voulez. Ça ne pouvait pas être exactement la même chose pour des raisons mathématiques assez fortes lorsqu'on regarde le développement asymptotique. Mais ce qu'il y a de absolument diabolique, c'est que si on ne fait pas attention et si on regarde plus loin dans les fréquences, on a l'impression que ça ne marche pas, alors qu'il faut réfléchir, il faut revenir au point de départ. Et lorsqu'on travaille dans ce domaine-là, on a vraiment l'impression un petit peu de jouer aux échecs avec le diable. Alors, donc voilà le spectre qu'on a obtenu, qui est très, très, très voisin. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons, avec Jacques Dixmier et avec Dany Chéreau, qui est mon épouse, on a écrit un livre qui s'appelle Le spectre d'Atacama, et dans lequel toutes sortes d'aventures arrivent au héros du livre, qui est fasciné par justement un spectre qu'il n'arrive pas à identifier à un moment donné. Il est dans l'île de Sainte-Hélène et il essaye de comparer les fréquences du spectre avec les dates des batailles de Napoléon, pour vous dire un petit peu jusqu'où ça va. Mais dans ce livre, on insiste beaucoup sur, si vous voulez, cette méthode qui est si performante pour les mathématiciens et qui consiste, lorsqu'ils ont un problème qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à résoudre, à généraliser ce problème, et de telle sorte qu'après, en le généralisant, ils puissent en considérer un cas beaucoup plus simple qu'ils arrivent à résoudre, qui leur donnera le germe d'une idée. Alors, c'est illustré dans le bouquin avec l'exemple bien connu des tablettes de chocolat, qui, si on pose à brûle-pourpoint le problème de savoir combien de cassures sont exactement nécessaires pour transformer la tablette que je vous montre en petits carreaux, va vous prendre au dépourvu. Et si vous avez l'attitude du mathématicien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez généraliser le problème en prenant la longueur égale à n et la largeur égale à m, et vous allez commencer à regarder des cas où n et m sont très petits. Ça vous permettra de comprendre. Alors, en fait, donc les mathématiciens qui n'arrivent pas à comprendre ce spectre mystérieux l'ont généralisé, et André Weil a démontré que l'analogue, si vous voulez, de ce qu'on appelle la conjecture de Riemann était vrai, mais dans des cas beaucoup plus simples, qui est ce qu'on appelle le cas des corps de fonction.
Et dans notre ouvrage, dans notre roman, en fait, le héros finit par comprendre que le spectre qui lui est envoyé est le spectre mystérieux et le spectre diabolique. Et il essaye, alors on arrive à comprendre qu'en fait ça vient sûrement d'un objet céleste qui est peut-être occupé par des êtres intelligents. Et pour arriver à certifier que ces êtres sont intelligents, il faut leur envoyer un test de Turing. Et ce test de Turing consiste à utiliser le résultat d'André Weil et à leur envoyer ce résultat avec des rayons laser, mais sous forme de rythme. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat d'André Weil montre que la signification naturelle des fréquences en question, eh bien, en fait, ce sont des temps. Il y a une dualité qui s'établit, qui est toujours très très bien comprise en physique entre le temps et les fréquences. Et cette dualité, en fait, nous a conduit à illustrer justement le résultat d'André Weil, non pas par de la musique, non pas par un air, si vous voulez, avec des fréquences différentes, etc., mais par ce qu'on appelle un motif rythmique. Et on a observé avec émerveillement que la symétrie qui est naturelle dans la théorie de Weil avait été au niveau des motifs rythmiques complètement inventée par Olivier Messiaen dans son ouvrage. Et donc tout ça nous a permis de, 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 de donner ce moyen de communication. Alors évidemment, dans le livre, on reçoit, alors on leur communique des rythmes qui correspondent à des nombres premiers, et puis on nommait un nombre premier. Et la merveille, c'est qu'il nous renvoie le rythme qui correspondait au nombre premier manquant. Donc on est certain que ce sont des gens intelligents et que ce n'est pas une machine. Alors je terminerai simplement en vous montrant, en vous faisant écouter, en vous montrant aussi une illustration de la musique qui est reliée au nombre premier et qui est, comment dire, construite de manière telle qu'on n'utilise rien d'autre que la donnée du nombre premier, ce développement en fraction continue, et dans cette langue justement de la gamme. Donc, je terminerai en vous faisant simplement écouter cette musique et en vous montrant l'image. Alors, l'image, en gros, c'est que dans le rectangle du haut, vous avez les nombres qui restent lorsqu'on a enlevé tous les multiples de 2, tous les multiples de 3 et tous les multiples de 5. Donc, ces deux rectangles font 60 par 60. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va enlever progressivement toutes les danseuses, si vous voulez, parce qu'il faut voir ça comme une chorégraphie, dont la position correspond à un multiple de nombre premier. D'abord, on va regarder le nombre premier, 7, qui est le premier qu'on avait omis. Et au moment où vous verrez les danseuses descendre dans le rectangle du bas, vous écouterez la musique qui correspond au nombre premier, 7. Voilà, et ainsi de suite.
Là, vous allez voir, c'est pratiquement les deux derniers qui descendent, les 4 derniers qui descendent. On va voir maintenant les 2 derniers qui descendent. Voilà, voilà les 2 derniers qui descendent, qui vont se mettre en position. Et restent en haut seulement les nombres premiers, exactement les nombres premiers jusqu'à 3600. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci.